Je ne sais pas où est-ce que ça va se passer. Je ne sais pas où est-ce que cela va m'amener. Mais une chose est certaine, il faut que ce soit au-delà des frontières. Tu es un journaliste qui a beaucoup de confiance, qui montre beaucoup de confiance, beaucoup de bienveillance pour toutes les personnes qu'il reçoit. As-tu jamais eu le syndrome de l'imposteur ? Alors, il y avait la posture dans l'imposture. Bon, on en voit quand même parce qu'on est en place. Mais à ce moment-là, je me suis dit, et même le public en face qui regarde va se dire, mais comment il était dans la musique, le sport et autres ? Qu'est-ce que c'est que cette imposture, en fait ? On dit souvent que c'est dans les grandes épreuves que naissent les grandes idées. Et tu viens de l'exprimer. Il y a ceux qui nous marquent à travers la télé, les écrans et la musique. On voit des figures qui apparaissent. Et ces figures-là, elles nous exaltent. Ça ne veut pas dire qu'on veut être comme eux, ça ne veut pas dire qu'on veut être dans cette notoriété, mais on ramasse un peu de ce qu'ils ont. À quel moment est-ce que tu as eu ton premier grand tournant professionnel ? Cet appel de Georges Courrèges à Africa numéro 1, à l'époque, qui dit « Est-ce que ça vous dit de reprendre la quotidienne ?» Et là, il y a vraiment un tournant, parce que Africa numéro 1, mais c'est cette radio, ce mastodonte qu'on écoute. Quelle est la vérité inconfortable que les jeunes professionnels ne connaissent pas aujourd'hui, qu'il s'agit de leur révéler ? Bienvenue au podcast Nadia, Gilles and Friends. Je vous l'ai fait à l'envers, c'est d'habitude Gilles, Nadia and Friends, mais l'un ou l'autre, Nadia est mon associé, comme vous le savez, et nous sommes très heureux de recevoir un illustre invité. Avant de vous le présenter, laissez-moi vous rappeler que si vous voulez avoir ce contenu, il faut absolument nous suivre, appuyer sur la cloche pour savoir ce qu'il va venir, et puis surtout, partager au maximum. Robert Brazza, bonjour. Bonjour, Grand Gilles. C'est comme ça que je dis, Grand Gilles. Merci. Le grand, c'est toi. C'est toi. Je revendique la taille, mais pour le reste, on a tant à apprendre. Écoute, tu es tellement humble. De la vision à l'impact, j'ai intitulé notre entretien de cette façon-là. On va parler du parcours, des leçons, de l'héritage de Robert Brazza. Beaucoup de personnes connaissent Robert Brazza pour ses réalisations. Ce soir, nous voulons découvrir l'homme derrière le parcours, comprendre ce qu'il a construit et quelles leçons sa trajectoire peut offrir à chacun. Si le Robert Brazza, de 18 ans, entrait dans cette pièce aujourd'hui, qu'est-ce qui le surprendrait chez l'homme que tu es devenu ? Waouh, c'est une sacrée question déjà. Et merci, merci pour cette fenêtre que Nadia, toi et puis tous ceux qui nous regardent, vraiment vous m'offrez. Déjà, je serais surpris de voir quelqu'un qui n'est pas autant la bougeotte. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'incandescence de quelqu'un qui ne tient pas en place. Quand j'ai eu à revoir des images, peut-être pas quand j'avais 18 ans, mais même un peu après, je trouvais qu'il y avait celui qui vraiment, enfin, c'est peut-être l'émerveillement, mais qui est un petit peu électrique. Et ça se sentait dans la gestuelle, ça se sentait aussi peut-être dans la tension qui était là. Il y a eu beaucoup de tensions, volontairement ou involontairement, dans toute cette période de ma vie. Peut-être que c'est le côté post-adolescence ou quoi. Peut-être qu'il fallait s'affirmer dans une fratrie, parce que moi, je suis le 6e sur une fratrie de 8, 2 frères aînés, dont un aîné, Christian, qui est charismatique et auquel on voudrait tellement ressembler. Donc, peut-être qu'il dirait « Ah, dis donc, tu as l'air plus calme aujourd'hui. » Voilà. Le calme, être posé. Oui. Quelle est la plus grande idée fausse que les gens se font de toi ? Alors, c'est peut-être celle d'être quelqu'un qui est constamment dans le zen, dans le sourire, alors que moi, je suis un grand boudeur. Toutes les équipes sur le plateau le savent. Tu me surprends, là. Un grand boudeur, mais souvent, c'est peut-être dans le souci du détail, peut-être par impatience. Et souvent, hors caméra, quand j'ai à rencontrer des personnes qui regardent les émissions, ou alors des gens qui m'ont peut-être écouté à la radio dans les années passées, il y avait cette idée, mais vous n'êtes pas aussi souriant que je ne vous voyais là, mais vous avez levé le ton à tel moment, et ça fait partie aussi de mon être. Et c'est la fameuse distance toujours entre l'homme de l'écran et entre celui qu'on peut croiser à n'importe quel moment. C'est peut-être cette idée de se dire, heureux 24 heures sur 24, souriant 24 heures sur 24, mais je revendique ce côté boudeur, parfois soupe au lait. Ouais.
Et j'espère que c'est quelque chose que tu as développé dans ton environnement professionnel. Mais j'aimerais savoir, dans quel environnement est-ce que tu as grandi? Quel enfant étais-tu? Alors, moi, je suis l'enfant qui est, je dirais pas en concurrence, c'est pas le terme, mais qui a très vite voulu s'affirmer dans cette fratrie où chacun de mes frères et sœurs est très différent. Et j'ai envie de dire qu'on s'affirme par paliers, c'est-à-dire il y avait les grands, ceux du milieu en l'occurrence, peut-être ma sœur Betty et mon frère Gérard juste avant moi, mon défunt frère Gérard, et puis après, merci, et après ensuite le petit frère, la petite sœur derrière, et chacun doit trouver sa place, parce que finalement, il y a toujours un rôle de responsabilité chez les aînés, chez les plus jeunes, il y a, on va dire peut-être... cette possibilité de faire ce qu'on veut, de ne pas être embêté par les parents, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui doit prendre le lead. Et ça a donné quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que ça a fait de moi quelqu'un de curieux, de savoir ce que les aînés font, et après même de ce que les parents font. Pourquoi est-ce qu'ils ont voyagé à tel endroit, ils ont lu tel livre, ils écoutent telle musique, est-ce que moi je peux faire comme eux, est-ce que je peux m'habiller comme eux? Après, physiquement, quand on regarde la taille aussi qui passe par là, et à un moment donné, ça brouille les pistes. Donc, cette idée d'être un enfant affectueux et aimant, râleur, boudeur, je l'ai dit, parfois même assez bagarreur, quoi. Je claque la porte si je suis pas content. Alors, je lève la voix et on me remet en place très rapidement. Donc, c'est cet enfant-là, mais qui peut-être manifestait cette affection-là et ce lien, cette proximité, en étant parfois, peut-être, je dirais, un peu trop dans le rentre-dedans, quoi. Et ça peut jouer des tours pendant les études, ça peut jouer des tours à l'école, ça peut jouer des tours après même dans l'environnement des potes et des amis. Et souvent, d'ailleurs, quand on se revoit avec certains qui ont pu me connaître plus jeune, ils vont dire « Non, mais toi, là, vraiment... » Voilà, ça, c'est vraiment l'expression. Et puis, ils vont me ramener à cette période-là. Mais c'est une enfance... en tout cas, où le lien familial et le lien avec toute la communauté autour est très, très important. Quand tu parles de bagarreurs, je pense, je ne connais pas bien Brazzaville, mais je pense à ces amis congolais ou du Zaïre, comme on disait avant, qui étaient bagarreurs, justement. Et je pense à ce garçon qui, au lycée français de Vienne, à un moment donné, est monté sur la table et a remis en place les professeurs. Moi, j'étais trop froussard pour ça. Mais bon, c'est vrai qu'on a un côté aussi culturellement où on aime s'affirmer. Dans le bassin du Congo, c'est vrai que Kin, c'est de l'autre côté de la rive, moi, c'est Brazzaville. Mais très tôt après, nous, on prend les valises et puis on voyage. On arrive en France. Donc, il y a, malgré même les voyages que l'on peut faire en étant gamin et l'arrivée sur les bords de Seine, ou du moins dans l'Essonne, ce petit village qui a été transporté. Et ça, mes parents ont transporté ce village-là avec ses codes culturels, bien que très ouverts sur le monde. Ils les ont mis dans notre sac à dos. J'ai envie de dire, même dans les impairs. Il y a cette photo, on a tous des imperméables de couleurs différentes. On arrive en France et c'est toujours la photo de la maison familiale aussi. C'est-à-dire, où que l'on soit, et moi j'ai d'ailleurs cette photo, il y a cette source, cette base. Donc, oui, ce caractère de ce Congo, petit pays en population, mais où on s'affirme, où on prend la parole, oui, il est resté. Il est vraiment resté et il m'a marqué dès le début, quoi, vraiment. Cette affirmation de soi, c'est aussi lié aux valeurs. Quelles sont les valeurs que tes parents t'ont transmises qui te guident toujours aujourd'hui? L'altruisme. Vraiment. Oui. Être tourné vers les autres. Pour commencer, déjà, même si on dit famille nucléaire, vous êtes 4 garçons, 4 filles, d'accord, mais il y a toujours des cousins qui sont là, il y a toujours et puis des cousins, mais qui sont des grands frères, parce que chez nous, en plus, le matriarcat, au niveau justement du pool, du pays de la Harry, et moi, je suis très fier d'être issu de là. On ne se pose pas la question. Mon père lui-même, d'ailleurs, a été élevé chez son oncle. Donc, je veux dire, les enfants de ses frères, de sa sœur, sont nos aînés, donc ils viennent. Donc, ces lits à étages sur lesquels nous sommes, à un moment donné, on est content, c'est le sien. Non, mais c'est plus le tien, parce qu'il y a ton aîné qui arrive. Mais comment est-ce qu'il arrive? Ah non, mais c'est ton grand frère. Donc, il y a cet altruisme. Il y a
aussi cette idée de se lever et de se réaliser. Je pense que la masterclass qui ressort de tout ça, et surtout de mon père, qui est en filigrane, là, quelque part parmi nous, c'était, essayez de faire quelque chose de vos 10 doigts, essayez d'être quelqu'un. Même s'il nous mettait en avant ses diplômes, l'aventure, l'ingénieur agronome, le docteur en développement, celui qui était à la Fédération des étudiants noirs de l'Afrique française, de la FEANF et tout, il y avait quelque chose de très illustre et presque inatteignable chez mon père. C'est-à-dire, il reste cette figure-là, c'est la Champions League. Mais ça nous pousse les uns et les autres à se dire, voilà, essayons quand même, c'est le côté Voltaire, on va cultiver son jardin. Et par maman encore plus, parce que femme d'un haut cadre, mais qui a ses 8 enfants, mais qui décide d'être infirmière. Oui. C'est-à-dire à ce côté de, moi je me lève quand même, je fais quelque chose. Et ça imprègne. Donc ces valeurs-là, et puis après la spiritualité aussi, sans nous asséner une Bible. Moi j'ai été baptisé, je m'en souviens, voilà, j'avais à peine 1 an. Mais après, pour la confirmation et pour la première communion, ça a pris du temps. Mais il y avait aussi ces valeurs spirituelles de savoir qu'on a quelqu'un au-dessus et surtout qu'on a des êtres qui nous ont devancés. On a de la famille qui nous ont devancés. Et c'est vraiment c'est ces 3 piliers-là, voilà. Ouais. L'altruisme, la famille et les êtres qui nous ont dévancés, qui nous inspirent. Tu parles de ton papa avec des étoiles dans les yeux. Et la FEANF, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, qui ne connaissent pas. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus ? Alors, cette fédération des étudiants d'Afrique noire française, c'est-à-dire que ce sont les années... Allez, on est dans ces années-là où, oui, il y a l'Afrique française, l'Afrique noire française. La décolonisation arrive en 1960 pour la plupart des pays. Mais ces étudiants d'alors, qui sont originaires du quartier latin de l'Afrique, du Bénin, de la République centrafricaine, de la Côte d'Ivoire d'ailleurs, à un moment donné, ils se retrouvent tous. Et donc, il y a cette fédération avec des noms illustres. Ça peut être des auteurs comme Henri Lopez, ça peut être des gens comme Ange-Félix Patassé, qui était un agronome avant d'être président de la République. Donc, ils sont là et ils se retrouvent dans cette présence africaine, pour parler comme Alioune Diop. C'est-à-dire qu'ils se fédèrent. Et c'est là où je trouve parfois très injuste le procès qui est fait à cette période en disant non, mais les gens ne se sont pas fédérés pour de vrai. Si, avant l'Union africaine, ils étaient ensemble. Et donc, dans cette fédération à laquelle ont appartenu des gens comme le président Ibrahim Boubacar Keïta, il y a des gens peut-être aussi comme le professeur Alpha Condé et tant d'autres. On parlait de William Ponty à Dakar et que tu connais bien au niveau de Gorée et autres. Mais ils étaient là à Paris, ils étaient sur les bords de Seine. Ils allaient à la Porte Dorée, à Paris, dans le 12e. Ils allaient au Pas de Loup, vers le quartier Saint-Michel, à Paris. Ils se retrouvaient et ils avaient foi en cette Afrique à laquelle ils allaient participer. Et cette fédération, pour moi, elle est au-delà d'une simple fédération ou d'une association. Pour moi, c'est les graines de cette Afrique post-indépendance. Les graines de cette Afrique post-indépendance qui ont semé de belles graines et une culture générale qu'ils avaient extraordinaire, culture de l'Afrique, historique et culture de l'Occident, de la France, entre autres. À quel moment, dans ta jeunesse, est-ce que tu as réalisé que tu voulais faire quelque chose de grand ? Est-ce qu'on dit quelque chose de grand ? Je l'ai dit, il y a toujours, après ce que les aînés ont fait, et puis ce qu'ils ont pu réaliser... déjà d'avoir son diplôme, enfin il y a ce fameux bac que moi j'ai raté la première fois d'ailleurs, avant de l'avoir l'année d'après avec mention, mais il y a toujours l'idée de se dire, je ne sais pas où est-ce que ça va se passer, je ne sais pas où est-ce que cela va m'amener, mais une chose est certaine, il faut que ce soit au-delà des frontières. Vraiment, cette idée, et puis d'être sur le voyage. Pour moi, la grande chose, et la chose que j'allais réaliser, c'était d'aller dans les contrées déjà où mon père avait été et là où il n'avait pas été aussi. Alors, voyager pour faire quoi ? Who knows ? Mais pas dans cette idée de dire, je dois quand même inscrire mon nom dans un panthéon. Et de revenir un peu comme quand on revient des champs en disant, ah, vous voyez, ça, je l'ai quand même réalisé. Donc, il y avait cette idée-là et elle arrive vraiment, je dirais, après cette période du bac, justement. Où là où tout est possible, on nous fiche un peu la paix parce qu'on a déjà réalisé ça. Mais elle arrive aussi dans ce moment où l'année du bac, pour moi, elle est hybride. Parce que
tout est bouleversé en septembre 89, c'est-à-dire que l'attentat du DC-10 du TA survient. Mon frère aîné d'1 an, Gérard en l'occurrence, périt dans cet attentat avec nos 2 autres frères, Christian et Vincent. Et il y a une bande, en fait, qui est décimée à ce moment-là. Mais eux ont des rêves. Ouais. Ils allaient à Brazzaville dans le sens de créer des liens, voir ce qu'il était possible de faire sur le terrain. Puisque nous étions dans l'Essonne, aux Ulysses, qui est notre village. Et du 19 septembre 89, ils sont plus là. Mais ils ont leurs rêves. Et j'ai l'impression que quand ce drame-là se passe et qui affecte des centaines, des milliers de personnes à travers des familles congolaises, tchadiennes, britanniques, françaises, il y a à un moment donné ce truc de bon les gars, vous l'avez peut-être pas fait, mais on va continuer. Et moi j'aime à dire que ce sont un peu les rédacteurs en chef de la suite de mon existence. Oui. Et c'est ce qu'ils ont permis. Donc pour eux, aussi bien que pour moi-même, il fallait faire quelque chose. Et ce quelque chose a produit ce qu'on a vu après à la radio, on a entendu à la radio, vu à la télé. Ouais, j'allais dire qu'on dit souvent que c'est dans les grandes épreuves que naissent les grandes idées, et tu viens de l'exprimer. Oui. J'ai eu des frissons quand tu as parlé de ça, je ne connaissais pas cette histoire. Oui. Qui, en dehors de ton père, puisque je pense qu'il l'a fait, mais tu peux bien entendu parler de lui, qui t'a inspiré dans ces années de jeunesse ? Dans les années de jeunesse, j'ai parlé de mon frère aîné tout à l'heure, parce que Christian, il est au-dessus de la mêlée. Enfin, il est au-dessus de la mêlée en tout, déjà. Bon, entre lui et moi, il y a 2 filles et un garçon, donc déjà, ça envoie quelque chose. Mais lui, c'est vraiment, quelque part, l'homme de tous les possibles. Parce que déjà, bon, premier garçon, mais il arrive à braver les choses, bon, à partir... il va aller, c'est pas le fait de dire non, il va faire les nuits parisiennes, il va aller en Grèce, il va aller partout, mais c'est que il a en face de lui des aînés, parmi nos cousins, les oncles, son propre père, notre propre père, des gens qui ont un sacré background. Et donc lui, ça va être vraiment, dans la musique, il faut que je connaisse tout. Dans la littérature, je dois connaître tout. Dans le cinéma, je dois connaître tout. En termes de cinéma, d'accord, on lui parle du Guépard, il va dire Visconti. On lui parle, je sais pas moi, mais des plus grands films, des livres, il connaît, il sait. On lui parle reggae, il sait. D'ailleurs, il doit aller au concert de Bob Marley en 80 au Bourget. Donc, comment il va au Bourget au concert de Bob Marley ? Et d'ailleurs, il n'y va pas, parce que ce jour-là, mon grand-père maternel meurt à Brazzaville. Donc, c'est comme ça qu'il ne peut pas aller au concert. Mais lui, il me marque parce que déjà, c'est de dire, les gars, enfin, secouez-vous, quoi. Je veux dire, prenez votre place. Et il a des aînés à côté de lui, les grands frères, Antoine, Franck, Eric, Harry, qui sont tous aussi charismatiques. Donc, eux, ils me marquent. Et puis, à ceux qui nous marquent à travers la télé, les écrans et la musique. Parce que la musique a toujours été très présente à la maison, la culture. Et ceux-là, ce sont des héros dont on n'imagine pas après qu'on va pouvoir les évoquer dans nos émissions, quoi. Ils sont musiciens, ils sont chanteurs, ils sont hommes politiques. Et il y a une sorte de galerie où les Senghor apparaissent, où les Marien Ngouabi apparaissent, président du Congo, où les Franklin Bukaka apparaissent, où les Manu Dibango apparaissent, et puis après on est teenage, ado, où les Michael Jackson apparaissent, enfin les Al Pacino et autres. Et ce sont des gens qui, dans une sorte d'écran qu'on se fait, sorte de monde où on se fait, deviennent des mentors à distance. Et des footballeurs aussi. Oui. Argentina, c'est 78, c'est Maradona, Argentine, 78, bon, voilà. Oui. Et c'est Pelé et c'est Bruce Lee. Oui. Voilà. Oui. Parce que Opération Dragon, parce que tout ça, les grands frères les ont, ils ont les ballerines avec les chaussettes blanches. Enfin, on se dit... Et c'est tout cela qui nous marque et nous inspire dans un monde où on arrive, et nous qui sommes nés au début des années 70, pour pas dire en 70, l'avènement des années 80 fait que finalement ce monde, entre l'Afrique et la France, il y a quoi ? Enfin, on parle même pas de visa, donc tout est possible. Et on voit des figures qui apparaissent. Et ces figures-là, elles nous exaltent. Ça veut pas dire qu'on veut être comme eux, ça veut pas dire qu'on veut être dans cette notoriété, mais... on ramasse un peu de ce qu'ils ont. Ça peut être un Balavoine qui est dans l'humanitaire et dont la disparition a été marquante. Pour moi, je me souviens, je me disais, mais comment ? C'est pas possible. Ils ont été... ils voulaient aller faire des choses. Et puis après, ça peut être aussi
tout un bouleversement, je veux dire, sur le plan géopolitique. SOS Racisme, Harlem Désir, on est à Paris, c'est un grand frère qui nous ressemble, il change la donne, on le voit à la télé. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça? Comment tous ces gens-là, on va les rencontrer? On les rencontre via la télé, via le petit journal et via le témoignage de celles et ceux qui les ont connus. Donc, tous ceux-là sont marquants et c'est comme une toile, en fait. Bon, on épingle des photos. Je sais pas, il y a cette espèce de tableau, tu sais, de liège où on épingle des gens et on regarde une sorte de map avant qu'il ne soit d'ailleurs une roadmap. Voilà. Quel portrait inspirant et qui me rappelle des tonnes de souvenirs que j'ai vécu aussi comme toi, mais qui a inspiré en toi de grandes choses. À quel moment est-ce que tu as eu ton premier grand tournant? Je pensais à Oprah en pensant à cette question. À quel moment est-ce que tu as eu ton premier grand tournant professionnel? Le premier grand tournant professionnel, je pense que c'est quitter Nantes où j'étais et Saint-Herblain avec la radio Jet FM dans la banlieue nantaise. C'est les radios de la Ferrarock. Hein, c'est justement toute cette période des radios libres. On ne sait même pas qu'on va en faire partie. Mais il se trouve qu'elles sont là. Et d'un aîné, Kalomé Botoamungu, qui me dit « Tiens, mais viens, il y a quelque chose à faire, on a une émission, essaie d'y trouver ta place. » Enfin, je veux dire, on arrive quelque part, quelqu'un te tend un micro. Et en plus, si tu es bavard et tu aimes bavarder, parce que ça, c'est un trait... Et mes frères et sœurs me diront « Toi, tu es quand même culotté. Tu bavardes, tu étais là, tu parles fort. » Enfin, j'avais besoin de prendre cette parole. Et de cette aventure et des allers-retours à Paris, en sautant le métro, comme disaient certains, ne faites pas ça, c'est pas bien. Cet appel de Georges Courrèges à Africa numéro 1, à l'époque, qui dit est-ce que ça vous dit de reprendre la quotidienne? Et là, il y a vraiment un tournant, parce que Africa numéro 1, mais c'est cette radio, ce mastodonte qu'on écoute, et on imagine, et on ne s'imagine même pas parler sur ce média qui, en plus, est diffusé partout. Partout. Et là, on sent que quelque chose bascule vraiment. Parce que tout à coup, on fait une interview et on a la chance que Relema vienne dans notre studio, en parlant de Taboulaire et Orochero viennent dans notre studio, d'avoir des hommes politiques africains d'envergure qui passent par là. Et nous, on est dans cette rédaction. Mais en les regardant avec cette admiration, sauf qu'à un moment donné, on doit les interviewer. Et là, c'est vertigineux, déjà, parce qu'il faut revenir à la maison et dire, bon, ben écoutez, je suis Africa numéro 1. Et la première réaction, mais toi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais comment toi? Enfin, en gros, un morveux comme toi. Et là, je sens qu'il y a une bascule, parce que là, c'est tout le continent qui s'ouvre comme une grande fenêtre dont je ne pensais même pas que c'était possible. C'est-à-dire que l'Afrique me retrouve à Paris. Ou du moins, je retrouve cette Afrique à Paris. Et c'est souvent ce que j'aime dire, c'est que Paris est un des villages les plus insolites, tempétueux et incroyables du continent africain. La radio Africa numéro 1, il y a beaucoup de jeunes qui ne la connaissent pas. Allez faire votre recherche, vous avez l'IA maintenant pour comprendre tout. Mais c'était un monument, Ouais. On l'écoutait avec plaisir à travers le monde, en fait. Et c'était phénoménal. Et les personnes qui sont passées, je crois que tu as fait un duo aussi avec notre très, très, très célèbre et très fameux, inspirant Manu Dibango. Ben, comment dire, si c'est un duo, c'est une équipée fantastique. Je veux dire, pour moi, il y a ce qui est de la carrière. En ce qui concerne Papa Manu, comme moi je l'appelle toujours, parce qu'il est toujours là quelque part, c'est vraiment une grâce. Parce que arriver, et dans cette rédaction où il y a des aînés, Jules Adi-Comlan, à l'époque Patrick Guémandong est à Libreville, enfin on a quand même des voix. Il y a le doyen Gilles Sala, qui est une icône, qui est une bibliothèque d'ailleurs de la musique africaine et afro-mondiale depuis les années 50-60, qui a cette émission de la discothèque africaine. Et le temps passant, l'âge aussi passant, il doit se retirer de l'antenne. Et moi qui ai reçu Manu Dibango pour une émission dans le cadre de ma quotidienne, je me retrouve avec justement le directeur d'Africa numéro 1 de l'époque, Georges Courrèges,
qui dit, ben voilà, Gilles Salin ne va plus pouvoir faire l'émission, on va la proposer à Manu Dibango. Pas de problème. Sauf que ce dernier dit, oui, mais il y a le gamin là, on va la faire ensemble. Et moi, je prends la poudre d'escampette. C'est même pas audible. Parce que Manu Dibango, pour moi, c'est cette pochette où il y a New Bell, où il a ces grosses montures de lunettes, il est de profil. Elle est presque comme un tableau dans la maison et dans la discothèque de mon père. Et soudain, Manu Dibango est là. Et il fait quelque chose d'extraordinaire, c'est que... Alors, il me dit, viens, on va écrire, on va imaginer quelque chose ensemble. Et il me donne rendez-vous chez lui à Champigny, dans la maison, rue Guy Moquet, où je le trouve au piano et au marimba en train de composer la musique du film Niafala de Flora Gomez. Wow. Il y a juste des inconnus qui passent par là, qui sont des artistes qu'on connaît aujourd'hui, Tony Reis et tout cela, que moi j'avais eu en disque, et ils composent une musique de film. Et entre deux, ils lancent des rubriques. Ah ben tiens, on a 50 ans de musique africaine, c'est pas mal. Ah mais après on partira en voyage, on partira dans un safari musical, autre rubrique. Et puis après, mais si on donnait des scoops et des petites choses, c'est une boutique. C'est comme une boutique où on vient de servir, c'est un peu comme chez le marabout. C'est la maraboutique. Et voilà comment le nom arrive. Et donc cette émission se fait avec moi et mes notes comme quelqu'un qui passe un examen où tout est là, et Manu Dibango qui arrive avec son sac, avec son conducteur, son stylo feutre, et qui prépare ses émissions. Et on part comme ça, 1, 2, 3, 5, 10, 17, 18 ans, presque 20 ans, avant qu'il ne soit rappelé vers là-bas, vers le très haut, comme lui il aimait à dire. Et ça, c'est pour moi, Africa numéro 1, ça a été pour moi le sommet, le summum. Parce qu'à ce moment-là, il y a comme une sorte d'anoblissement. Si on est derrière Manu, ben après on peut aller partout et avoir n'importe qui sur le plateau. On peut même avoir un message de Maman Zenzi, Myriam Makeba, qui dit « Allô Robert, dis à Manu que je suis arrivé, viens me chercher ». Et on va chercher Myriam Makeba, on va au concert de sa petite fille à Paris, et c'est Makeba. Et donc tout ça, ça a été comme on dit à un moment donné, c'est cette étincelle qui ravive encore le feu, ou du moins ces bûches qui se sont ajoutées. Cette étincelle qui ravive le feu, ou du moins ces bûches qui se sont rajoutées. C'est une expression de l'histoire phénoménale. Et tu le vis encore comme si tu y étais. Si on interrogeait tes collaborateurs de l'époque, tes collègues de l'époque, que diraient-ils de toi, et que diraient-ils qui sont les traits de caractère que tu as gardés aujourd'hui ? Je vais dire leurs noms, parce qu'ils sont très importants. Arnaud de Gransart, Thierry Imberti à la réalisation, après il y a eu François Richard, Maxime Salin et tant d'autres, parce que c'est ceux qui étaient derrière la console. C'est vraiment très très important Alexis Levavasseur, de dire leur nom, parce que je veux dire, ils ont compté, ils comptent encore. Et dans les collègues à côté, Joël et Dédé Guindong, dont on voit encore le talent, Huguette Malamba qui est partie à la francophonie. Et puis les aînés, Jules Haddy Comlan, je veux dire Francis Laloupeau, Eugénie Dieki est passée par là. Et eux tous, c'était cette impatience. Cette impatience de dire non mais enfin... Et en plus, c'est du direct, mais libérer les lieux vite, j'arrive. Enfin, il y a quelque chose... quelqu'un non seulement... Et qui des fois lui-même arrive en retard pour les enregistrements, donc mea culpa. Et comme il arrive en retard, en fait, tout doit être là. Et Dominique Guillot, celui qui a présidé aux Destinées d'Africa Média à Paris, s'en souvient encore, c'était, à un moment donné, Robert, il est dans son monde, et après, il faut le suivre. Il faut le suivre et être à son rythme. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Et ils ont été d'une bienveillance extraordinaire, et que ce soit les émissions qu'on a fait sur place ou ailleurs, et après, quand la télé a démarré, d'autres se sont rajoutés, et ça a été la même chose, c'est-à-dire que peut-être que, très honnêtement, Grand Gilles, pour moi, je le dis, on porte un sac avec tout ce qu'on a comme idée, mais aussi comme espoir et comme rêve. Mais on ne se rend pas assez compte que dans ce sac que l'on porte,
il y a, pour ceux qui ont la foi et ceux qui croient, il y a un ciment de sirène ou des ciments de sirène derrière qui nous aident à porter cette croix-là. Et ça a été encore plus fort au moment j'allais dire, de ma convalescence, parce que, je l'ai dit à quelques micros, moi j'ai eu à traverser un orage qui a été celui du cancer, traverser la chimiothérapie, se retrouver frappé d'un lymphome, alors que quelque part, on est là, on se dit, mais pourquoi moi? On fait plus d'une quarantaine, pourquoi ça m'arrive? Mais il faut des gens qui sont encore là, quoi, qui nous disent, mais t'as encore des choses à nous offrir, quoi. Enfin, à distance, faire des conducteurs. À mon frère Phil Pambou, d'ailleurs, que je salue, le montagnard, qui, lui, à un moment donné, doit être le copilote dans l'émission avec Manu Dibango. Mais est-ce que ça, on peut le faire seul? Non. Et eux tous, c'était... peut-être ce qu'ils vont retenir, c'est celui qui, contre vents et marées, quelle que soit l'intempérie, quelle que soit la panne ou quel que soit le problème qu'on a, va y aller avec enthousiasme. Il y a des couacs, mais il y a de la joie. Il y a des coups de gueule, mais il y a de la joie. Il y a des incompréhensions, mais il y a de la joie. Et puis à la fin, c'est parce qu'on le fait pour le continent, on le fait parce qu'on est tous ensemble. Et ça, je crois qu'ils en ont gardé quelque chose. Ils m'en ont donné beaucoup et j'espère leur en avoir donné beaucoup. Tu parles de tous ces noms qui sont des noms historiques et qui t'ont permis d'être qui tu es. Et tu as cet altruisme dont tu parlais tout à l'heure en les citant les uns et les autres. Je voudrais que tu parles une minute ou deux de Georges Courrèges, parce que c'est un grand nom de l'audiovisuel que beaucoup de jeunes ne connaissent pas. Comment tu l'as rencontré et parle-nous un peu de lui. Georges Courrèges, au moment où moi j'officie sur Jet FM à Saint-Herblain dans la radio de Nantes, par contre, je fais déjà des dossiers de presse. J'écris des dossiers de presse, des fiches, des bios pour des artistes. Ce qui me permet d'être après au plus proche d'eux, parce que Salignolo, Rokia Traoré, qui sont là dans la carrière d'école, mais aussi des gens comme Pascal Lokwa-Kanza ou autres, on écrit des papiers et tout. Et puis donc, on les accompagne à Africa numéro 1. Toute une scène aussi africaine, ivoirienne en particulier. Et Georges Courrèges est là. Et il est le grand Manitou d'Africa numéro 1 à Paris. Il est quand même celui qui a été directeur du Centre culturel français à Abidjan. Il est africain, puisque c'est lui d'ailleurs qui prend par la main Jean-Michel Basquiat, le même que vous connaissez, le peintre qui disparaît beaucoup trop tôt, et qui l'emmène après, en Côte d'Ivoire jusque dans le Nord. Et fou d'Afrique, et qui a ce coup de cœur de dire, on y va. Mais Georges Courrèges, ça n'est pas que cela. C'est que c'est un esthète qui va partir avec Francis Bébé dans des dates, des tournées en Afrique, et qui va être très pote avec Manu Dibango, au point d'ailleurs que dans l'album Waka Juju, c'est lui qui va lui dire, tiens, il y a un peintre qui fait quelque chose de superbe, et ça devient la pochette. Un Georges Courrèges qui peut connaître aussi un Georges Aconi, magnifique personnage que moi, je connais par procuration, parce que ce Georges Aconi, qui est justement cher à ton cœur, est quelqu'un qui est dans la galaxie de Papa Manu Dibango et de Georges Courrèges. Donc, en fait, c'est un monsieur très d'union, Georges Courrèges. Et je pense qu'il faut vraiment le saluer de là où il est, s'il nous regarde, parce que ce sont des gens, quand on les voit, qui sont blancs, de peau, voilà, mais qui sont africains. Et on ne peut pas leur enlever ça, et vraiment, je le salue pour ça. Écoute, merci pour cet hommage. Je voulais attirer l'attention du public sur le fait que tu as une mémoire d'éléphant. Et en cette période de Coupe du Monde, les éléphants, les Ivoiriens sont très bien habillés. Mais je sais que les gens, les footballeurs de la République démocratique du Congo le sont aussi. Absolument. Et bien d'autres. Et un clin d'œil à notre autre pays, la France, qui vient de se faire battre par les éléphants. Absolument. Ce n'est pas simple du tout. Mais après, ils sont rattrapés avec l'Irlande. C'est bon. Tout à fait. Un mot sur la Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde, pour moi, elle est... alors, on peut dire qu'elle est anachronique dès le départ, parce que c'est la Coupe du Monde de tous les superlatifs. Est-ce que moi, je suis pour le nombre de pays, enfin, on a franchi les 48? Dès le départ, non. Moi, je l'avais dit, parce qu'il y avait un effet World Company voulu par Gianni Infantino et la FIFA. Et je trouve que c'est une Coupe du Monde où la dimension sportive a été vraiment mise en retrait dès le départ, parce qu'il était question du gigantisme et qu'elle sera... it has never been done before. J'ai pas les cheveux en brosse et j'ai pas un teint et des petits yeux comme un certain président américain, mais il y avait
on va tout faire pour montrer que oui, les États-Unis, une fois encore, vont changer la donne. Il y a le Mexique et le Canada. Mais cette histoire du ballon high-tech qui va aider les arbitres pour pas les supplanter, cette histoire de tous les pays, enfin, où on navigue, on est là, il y a un problème de lecture. Mais ce qui me fait plaisir, par contre, c'est que ça peut être paradoxal avec ce que j'ai dit tout à l'heure, il y aurait une inclusivité plus grande. Oui. Le rêve d'Haïti qui se retrouve à la Coupe du Monde, qui est un pays vraiment marqué par l'histoire et à qui on souhaite le meilleur, aussi bien toi, moi, que celles et ceux qui nous regardent, il y a un moment où l'Afrique peut taper sur la poitrine en disant « Hey, nous sommes là, nous offrons et nous avons offert les plus belles pages du football, nous sommes résilients. 52 ans après, RDC, nous revenons. Haïti, on n'était pas là, on y arrive. Une Coupe du Monde où il n'y a pas mes frères du Cameroun, mes frères du Nigeria. » Donc, ça veut dire que chacun a sa chance, mais surtout au-delà des droits et tout ce qui se passe en marge des visas, des autorisations, et c'est ça peut-être moi qui me blesse le plus, parce que ça entache la fête du foot, il y a cette idée que, allez, à la face du monde, Neymar et les autres, c'est très bien. Les Argentins, c'est très bien. Les Espagnols, c'est très bien. Mais allez, l'Afrique doit briller. Et je souhaite vraiment que cette fièvre ne retombe pas. Et je suis heureux d'ailleurs de voir qu'il y a des pays qui ne participent pas, mais qui ont acquis les droits pour que le public puisse vivre ça. Le Bénin l'a fait avec un dispositif extraordinaire. La Côte d'Ivoire l'a fait et elle y est. Donc du côté de la Côte d'Ivoire, c'est fantastique. Mais on écrit la suite. Et c'est souvent le demain qui est le plus important. Tout à fait, tout à fait. Alors, tu as fait un clin d'œil à l'époque, c'était le Zaïre, en 1974, et cette superbe équipe qui, si je ne me trompe, est allée soit en huitième de finale, soit en quart de finale. En dépassant, sûrement, en allant vers l'écart. Mais ça encore, alors c'est une ambition, parce que le Zaïre de l'époque gagne tout. Ouais. Il y a le fameux combat du siècle, Ali Forman. Ouais. Et en 74, pour parler comme les Belges, il y a Rumble in the Jungle, comme les gens l'ont fait. Et cette période, là encore, j'ai eu alors la grâce, la chance qu'elle me soit racontée in vivo par Papa Manu Dibango qui était, et qui dit, il y avait les gars de la Fania All-Star, il y avait Don King, on était là, et l'Afrique était le centre du monde. Et peut-être d'ailleurs qu'à travers cette Coupe du Monde, on va encore écrire et puis les gens pourront dire « OK, 2026, we were there ». Absolument. De belles pages d'histoire. Oui. Alors, tu es un journaliste qui a beaucoup de confiance, qui montre beaucoup de confiance, beaucoup de bienveillance pour toutes les personnes qu'il reçoit. As-tu jamais eu le syndrome de l'imposteur ? Alors, je l'ai eu en le revendiquant. Et je l'ai eu à un moment qui a été quand même... il y a beaucoup d'anglais et de français parce qu'en fait... il se trouve qu'on est avec, grâce à toi et Nadia, que je salue et que j'embrasse très fort, cette idée que on est francophone, mais très vite, on a compris aussi bien vous que moi que le côté anglophone était là. Il y avait quelque chose qui était un moment qui a été un pinnacle. Ça a été vraiment un sommet. C'est l'interview avec le président français François Hollande en 2012. Donc j'arrive en mode même pas peur. L'interview se fait en marge du sommet donc, de la francophonie qui se déroule à Kinshasa. Il fait une halte au Sénégal, à Dakar. Et pourquoi, en fait, ce sentiment d'imposture ? C'est que le bonhomme flippe à max, flippe à mort, parce que le producteur de l'émission Plus d'Afrique, Jean-François Assoun, que j'embrasse, même si on ne s'est pas entendu depuis longtemps, et je lui dois beaucoup, à Jeff, arrive, il dit à cette interview-là, et moi j'arrive, je balaie tout ce qu'il me dit. Quoi. Non, moi j'ai mon conducteur... mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mais je suis prêt, je suis cap. Alors que je suis dans les chocottes, parce que l'interview d'ailleurs est confidentielle, personne ne le sait, on est très peu à le savoir qu'elle va se faire, et j'arrive devant le président de la 5e puissance mondiale, alors à l'américaine, en imposteur, en croisant la jambe avec mes notes, parce que j'ai vu Dan Rather ou Amampour le faire. Là, c'est vraiment, alors comme on dit, faire le malin. Oui. Je me dis, mais enfin, quand je regarde les images... je me dis, mais c'est fou quand même, parce que comment ça, toi, tu arrives et tu as cet entretien, alors que les aînés, Denise Poté, Laloupo, Marwan Benyamin, devaient être ceux qui l'ont, et vous imposez là-bas en disant, non, mais on a déjà fait ça, quoi. Mais on l'a jamais fait, mais finalement, on l'a fait. François Hollande l'a accepté, et l'interview s'est passée. Donc, alors, il y avait la posture dans l'imposture. Bon, on en voit quand même parce qu'on est en place. Mais à ce moment-là, je me suis dit, et même le public en face qui regarde va se dire, mais comment il était dans la musique, le sport et autres.
qu'est-ce que c'est que cette imposture, en fait? Comment est-ce qu'il y est? Mais l'interview se déroule bien. Mais ça a été, je pense, le moment quand même le plus... sur le statut, d'ailleurs, parce qu'après, ça me donne un statut où on me met à égalité avec ses confrères, consoeurs et aînés que je viens de citer. J'ai une grande pensée pour Achille Ndiaye, qui a tiré sa révérence et vraiment Paix à son âme. pensé paix à son âme, parce que pour moi, eux, c'est la Champions League. Donc, et je me mets à leur niveau. Alors, c'est même pas normal, enfin, d'où vient-il? Restons sur ce champ. Quelle est la vérité inconfortable que les jeunes professionnels ne connaissent pas aujourd'hui, qu'il s'agit de leur révéler? Inconfortable. Alors, moi, je l'ai dit à certains, je n'aurais pas dit. Vérité inconfortable, est-ce qu'elle l'est? Moi, j'ai jamais fait l'école de journalisme. J'étais très admiratif de ceux dont j'ai parlé, Joël Ndong, de même Salah Eddine Gakou, mes cadets, Moïse, Moukoro et tant d'autres, voilà, qui ont fait cette école de journalisme. Moi, en fait, le journalisme, c'est fait par procuration. Tu vas faire des langues étrangères appliquées, tu vas faire un bac de sciences économiques, à l'IUT de Saint-Denis, technique de commercialisation, Paris 8 avec André Caspi, la civilisation américaine, la civilisation noire de la reconstruction aux années 30. Mais tout ça nous donne un bagou, et la lecture et le reste. Oui. Donc, après, des gens vont se dire, mais comment ça se fait alors? Mais comment est-ce qu'ils se collent ce badge? Et quelqu'un me dira un jour, mais non, mais vous êtes à l'antenne, vous êtes à la radio et là, mais vous êtes totalement... vous êtes dans cette dimension-là. Enfin, vous avez une casquette de journalisme. Et beaucoup, après, le diront en disant, mais est-ce qu'il fallait faire les bancs de l'ESJ à Lille ou autre? Surtout quand on rencontre un monsieur Hervé Bourges, qui n'est pas n'importe qui, et paix à son âme une fois encore. Et merci à Papa Manou et à Denise Epoté. Il accepte de venir sur le plateau de Plus d'Afrique à Canal. C'est monsieur Hervé Bourges. Enfin, il vient. Et c'est lui qui dit, mais et pourquoi pas? Mais voilà, vous l'êtes. Vous l'êtes, vous le faites, c'est votre métier. Mais au niveau des jeunes, certains vont tomber en disant « Ah, mais comment? Mais nous l'avez pas dit !» Je ne l'avais pas dit en faisant une grande déclaration comme celle-ci, mais je l'ai dit à travers des entretiens et sans gêne aucune, en fait. Mais je trouve ça très bien et c'est une révélation, je ne le savais pas non plus, parce qu'il faut casser les codes qui disent qu'il faut avoir été spécialisé dans un domaine pour pouvoir le faire. Bien souvent, ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec ce domaine, qui réussissent des choses extraordinaires. Je vais faire un parallèle peut-être un peu iconoclaste, mais regarde Mark Zuckerberg. Absolument. Il n'a pas fait d'études qui lui permettent de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Alors, on va parler d'Afrique. L'Afrique aujourd'hui, quand on la prend telle qu'elle est, tu navigues à travers l'Afrique depuis des années. Qu'est-ce qui te préoccupe et qu'est-ce qui t'enthousiasme? Je vais commencer par ce qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est qu'il y a ce fossé, et ça, c'est pas du tout manichéen quand je le dis, il y a ce fossé et cet écart qui se creuse. C'est-à-dire que oui, nous avons une élite économique, une élite financière qui est là, mais en même temps, nous avons un gap par le bas avec des personnes qui sont de plus en plus démunies. On avait parlé à un moment de cette classe moyenne qui existait au moment où on était plus jeune et qui a tendance à s'étioler. Et ça me préoccupe parce que finalement, lorsque le nécessaire, le minimum vital n'est pas là, je ne pense pas qu'on puisse avoir des rêves, qu'on puisse aspirer à autre chose. On a juste des aspirations nécessaires dans le sens du quotidien. Ça me préoccupe et ça me préoccupe d'autant plus que malgré toute la bonne volonté de certaines politiques mises en œuvre, ce fossé, il se creuse et il se voit. Et cette image, en fait, des îlots de prospérité dans des océans de misère, je ne sais pas, l'homélie du dimanche, elle est de plus en plus vraie. Et c'est à nous de faire attention, d'ailleurs. Mais ce qui m'enthousiasme, c'est que certains disent, comme le disait la chanson, d'ailleurs, avec Grand Calais, l'African Jazz, « Jamais Kolonga ». N'abandonne jamais. On n'abandonne pas. Cette Afrique, jeune ou moins jeune, elle est inventive, elle est créative. Elle a redoublé d'efforts et de génie pendant les périodes telles que l'humanité les a traversées, la Covid ou autre. Elle crée de la matière, elle crée de la richesse à partir de concepts qu'on n'imaginait même pas. Et ça, c'est enthousiasmant. Et à ceux-là, il faut donner la parole. On le fait, toi et moi, dans différentes assemblées. Ceux-là détiennent la clé. Il faut les écouter. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous donner. Si tu accompagnes la prochaine génération,
quelles sont les opportunités sur lesquelles tu leur dirais de se focaliser ou d'essayer d'ouvrir les yeux? C'est d'être très curieux de ce qui se passe, pas simplement dans leur microcosme, au quartier ou dans le pays, mais on dit toujours les billets d'avion sont chers, les trajets en bus sont chers, mais des fois l'université ou le quartier, c'est un bon laboratoire, d'être curieux de tout. La curiosité, moi, m'a ouvert les portes à ce métier. Parce qu'en étant curieux, on se projette et on se dit, et si, pas et si on se disait toute la vérité, comme là, mais et si c'était possible, et si en transformant ces chutes de cabosses de cacao, et si en transformant ces déchets plastiques qui sont là, on pouvait faire quelque chose, le fameux et si, il est vraiment, pour moi, il suscite quelque chose, il crée quelque chose. Et souvent, ce sont ces jeunes-là qui nous le montrent. Et ils ont tellement à donner que finalement, c'est à nous, humblement, de leur ouvrir la porte, quand il y a les finances, de leur mettre les finances à disposition, parce que pour moi, ils sont la clé de la suite de l'histoire. La curiosité, c'est un mot qui revient plusieurs fois et c'est un mot qui me paraît, si je peux construire sur ce que tu dis, qui me paraît essentiel pour nos frères et sœurs africains, parce que dans la culture récente africaine, et je dis bien cette culture récente, même si je n'ai pas d'exemple précis de la culture plus ancienne, il me semble que cette curiosité est tuée dans l'œuf quasiment. Très jeune, très souvent, en disant aux jeunes, aux enfants, tu es là, assieds-toi, tais-toi. Passe ton bac d'abord. C'est ça. Deviens un adulte avant de devenir curieux, avant de poser des questions. Ouais. Et ça reste très souvent, même au niveau de l'adolescence et même par-delà, chez les adultes, un manque de curiosité. On est dans des forums, et les autres posent des questions et on n'ose pas en poser. Ouais. Mais toi, tu donnes cette chance d'ailleurs... Ce qui donne envie, et même d'ailleurs, quand moi je fais ce métier, avant qu'on se rencontre physiquement, c'est-à-dire que nous, on regarde. C'est cette idée de dire, venez, venez. On peut faire quelque chose, venez, on peut bâtir quelque chose. Et sur le coup, là, on est dans le vrai. Parce que ces gens à qui on dit venez, et quand bien même on a la chance de voyager, de rencontrer, d'aller dans des endroits assez incroyables, de voir des gens qu'on ne voit qu'à l'écran, sur nos petits écrans, cette porte ouverte de la rue au quartier, sur le chemin de l'aéroport ou ailleurs, finalement, elle donne tout. Elle nous motive autant qu'elle nous donne de l'espoir. Parce que c'est ça, finalement. Le lien entre la curiosité et l'espoir, il est vraiment très... ténu. Très ténu, oui. Ouais. Quel modèle est-ce que nous devons arrêter de copier en Occident et vers quel modèle est-ce qu'on devrait se tourner ? Alors, cette idée du super milliardaire, c'est-à-dire qu'il y a une idée qui est que je dois aller là-bas parce que de toute façon, c'est là-bas que ça se fait. Et les dégâts sont tels, parce que finalement, on a parlé des routes de la mort, mais alors on parle, il y en a encore qui prennent les pirogues, qui traversent le désert. C'est pas pour faire du misérabilisme, c'est que l'herbe est forcément plus verte là-bas. Il faut arrêter aussi de sacraliser et de dire, mais finalement, pour nous, le match est fait, il est plié. On a parlé de génération sacrifiée au début des années 90, où on se disait, écoutez, pour nous, c'est cuit. L'avènement à l'ère démocratique, c'est pas pour nous, tout est gâté, il n'y a plus rien. Mais finalement, il y a, comme le dirait Lucas dans La Guerre des Étoiles, un nouvel espoir. Donc, cette idée, à travers cet écran et à travers ce digital, où on voit des super ultra milliardaires qui ont réussi en 5 minutes, il faut absolument casser immédiatement cela. On ne réussit pas uniquement parce qu'à un moment donné, on s'expose et qu'on a X zéro sur son compte en banque. Non, on réussit quand on a réussi déjà à produire quelque chose qui nous permette de vivre décemment et de développer quelque chose autour de nous. Et ma foi, si on n'a pas des niveaux de fortune de tous les tycoons dont on parle, on n'a pas raté sa vie. Est-ce que réussir sa vie, c'est uniquement être un hyper CEO et d'être dans la liste des Happy Few, la liste des 50? Non, je ne pense pas. Et ça, il faut vraiment qu'on le dise, qu'on le redise. On peut réussir, et la réussite, elle est relative. C'est à hauteur de chacun. Absolument. À l'inverse, quelles sont les choses que l'Afrique peut apprendre au monde avec confiance et qu'on devrait promouvoir avec plus de confiance? La capacité à se réinventer, quel que soit le contexte. On est toujours, entre guillemets, le continent victime, quand ce n'est pas des éléments
qui se déchaîne sur nous, mais après le reste du monde en a sa part. Il y a toujours c'est fait, c'est cuit, on va attendre la World Company pour venir nous changer. Non. On l'a montré pendant la pandémie à Covid-19. Tout ce qui n'avait pas été possible l'a été encore plus. On a vu une économie qui, elle, est allée vers le positif et des taux de croissance qui ont été impactés, alors qu'on disait que ce n'était pas possible. Et pourquoi ? C'est peut-être parce que dans notre narration à la base et dans notre culture, quelle que soit la connaissance qu'on a des empires et de tout ce qui nous précède, on a toujours eu cette idée de l'histoire doit continuer et on ne s'arrête pas là. On a connu des guerres terribles, on en connaît. On a connu des fléaux terribles dont on disait qu'on ne se relèverait pas. On l'a fait à chaque fois, surtout, en se donnant la main et en se regardant. C'est le côté Bolé Bantou qui est vraiment une phrase très forte, justement, en Lari et dans le bassin du Congo. On dirait deux mains qui se lavent en Afrique de l'Ouest. Chez nous, on dirait que ce sont les deux êtres qui s'épaulent à un moment. Et ça, on l'a encore et on arrive d'ailleurs à le mettre à la face du monde. C'est-à-dire que même quand il y a les visites officielles de nos chefs d'État, les hommes d'affaires qui accompagnent souvent ces délégations se parlent beaucoup plus que certaines délégations qui quitteraient l'Europe pour aller vers les États-Unis. Oui. On a ça, on se connaît. Et on se connaît et on essaie de voir ce qu'on peut tisser ensemble comme business. Et c'est formidable. Il y a des noms qui me viennent à l'esprit dans une même pièce. Mais on est ravis d'avoir des gens qui soient béninois, camerounais, tchadiens et d'ailleurs, et qui bâtissent quelque chose. Et c'est là où je dis et je redis, non, cette Union africaine, elle n'est pas que politique. Elle ne s'arrête pas à Addis Abeba. Elle va bien plus loin. Elle se construit dans nos capitales, mais aussi dans nos villages, dans nos villes reculées. Elle se construit dans le dialogue déjà que les plus jeunes, quand ils sont étudiants, dans les campus ou alors dans les structures, tissent déjà. Et ils vont s'en rendre compte, en espérant qu'ils ne perdent pas les cheveux, qu'ils ne deviennent pas tout gris, que finalement, ce qu'ils sont en train de bâtir et de construire là va leur servir. Et ça, c'est ce qu'ils vont montrer au reste du monde. De dire, vous voyez, les années sont passées, on n'a pas besoin de se dire il y a l'autre tel et tel qui se connaissait depuis 30 ans. Ben non, ça va vous arriver aussi. Et 30 ans après, vous aurez bâti quelque chose. Donc ça, on a ce plus peut-être humainement et culturellement par rapport au reste du monde. Ouais. Et tu dis des choses très profondes auxquelles on ne pense pas toujours, mais qui sont là. On a des compétences intrinsèques qui sont fortes. Je pensais, tu as parlé du Covid, je pensais à cette période. La presse n'a jamais dit cela, mais moi, ce que j'ai pu voir, c'est une gestion de la pandémie du Covid, peut-être la meilleure au monde. Ouais. Mais ça, on n'en parle pas. Ouais. Dans le sens où il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que pendant des semaines, tous les présidents se parlaient régulièrement. Je ne sais pas si c'était tous les jours, absolument, mais très régulièrement pour voir comment est-ce qu'on traite la pandémie ici ou là, pour voir aussi quel modèle est-ce qu'on pouvait copier les uns des autres, etc. Et donc, quelles sont les compétences qui vont être très utiles, ces compétences africaines? Je crois que tu dis Bolé Bantou, oui, Ubuntu, toutes ces choses qui vont être essentielles, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde. Très souvent, mes frères et sœurs africains, lorsque je parle avec eux, se projettent sur leur pays ou sur l'Afrique éventuellement. Oui. Mais il faut qu'on se projette au niveau mondial. Oui. Il y a tellement de gens qui font des choses au niveau mondial comme toi, extraordinaires. Quelles sont ces compétences essentielles africaines que le monde va pouvoir apprendre et qui vont pouvoir être enseignées? Les compétences, ou je dirais même les facultés, c'est vraiment la réactivité. On est réactif en tout, on est réactif parce que malheureusement, et ça nous arrive très souvent, il y a des faits qui sont des faits du quotidien, et ce n'est pas pour les applaudir des deux mains, mais un délestage se passe, de quelle manière on peut réagir? La saison des pluies fait des dégâts considérables sur certaines régions. Comment est-ce qu'on fait rapidement pour réagir sans attendre une aide extérieure? Est-ce que l'exemple du pays voisin peut me servir? Est-ce que l'exemple de la ville voisine peut me servir? Ça, c'est quelque chose que nous avons et qui va être la solution pour les années à venir. On avait parlé, certes, des solutions sur le plan, en tout cas, des nouvelles énergies. On a parlé de ces centrales solaires en se disant, mais elles viennent de là-bas, elles sont inventées par là-bas. Mais Francis Debendo-Kéré, qui est un architecte extraordinaire, au moment où il parle justement de ces procédés, de la case nubienne et des voûtes nubiennes, Amélie et Cécé, également aussi que je salue, vont dire, mais ce mode de construction au niveau de nos cases qui permettait d'isoler, nous l'avons eu.
Et nous l'avons fait en puisant dans ce que nous avions déjà devant nous. C'est-à-dire cette Afrique qui est tout à fait réactive au côté high-tech de l'affaire, elle l'est d'abord dans des solutions qui sont des solutions de base, y compris même dans la transformation agricole, qui est le gros défi auquel va être confrontée et déjà confrontée la planète. Comment est-ce qu'on fait si on n'a pas une mécanisation à gros moyens pour pouvoir permettre à ces terres de fournir quelque chose qui permet d'avoir un rendement assez efficient? On est dans ce que moi j'appelle cette révolution des acquis, c'est-à-dire des acquis que nous avons, mais quand on parle de révolution, c'est que finalement, on ne les dépoussière pas, on les transfère et on les met dans ce temps où nous sommes. Je parlais tout à l'heure des ingénieurs agronomes, de la génération de nos pères et autres, mais il y a tellement de techniques sur le greffage, sur les mangues greffées et autres, qu'ils avaient, qui nous ont transmises aujourd'hui, qui servent dans tous les instituts justement de recherche agronomique, que l'on soit à Sangalkam, à Dakar, à l'ISRA, que l'on soit à l'INRA en Côte d'Ivoire. Ils disent, mais on n'a rien inventé, elles étaient déjà là. Donc finalement, la clé pour ce futur africain, pour ce futur à un moment donné, sur le plan de l'agriculture, mais aussi sur le plan de la culture, on parle de la mode, on parle du cinéma, on parle de la musique, c'est juste de revoir nos classiques. Tout est là. Et peut-être que la véritable révolution, ce sera celle d'ouvrir plus grand les yeux et de ne pas hésiter à nous retourner vers ceux qui nous ont précédés. Et je dis souvent aux jeunes, attention d'ailleurs, à ne pas estimer que finalement vous inventez tout. On dit souvent qu'il y a cet élan de la jeunesse qui, finalement, on va faire les choses mieux, de la meilleure façon. Mais retournez-vous, regardez ce qui a déjà été fait. Prenez ça, faites-en une matrice encore plus solide. L'Asie doit une bonne partie, d'ailleurs, de son triomphe économique, de ses bons résultats, en se retournant et en regardant là. L'Afrique doit le faire, réapprendre à le faire, ne pas cesser de le faire, et puis continuer, d'ailleurs, de fluidifier ce canal de transmission entre les générations, parce que ça, c'est important. Fluidifier ce canal de transmission entre les générations, c'est vraiment important, et je veux rester sur ce point quelques instants. Ce qui me marque dans ce que tu dis, c'est cette réactivité africaine que nous allons transmettre, et aussi cette résilience que nous avons vécue les uns les autres en absolument. Afrique. Et parfois, nous ne savons pas en fait d'où nous venons, justement. Je me souviens de discussions sur plusieurs forums où les gens se demandaient, mais d'où vient le mobile money, le paiement par mobile? Et peu de gens, peu d'Africains savent que ça vient du Kenya. Safaricom, paix à l'âme de l'ancien patron, qui a créé cela et qui est allé former les gens de Vodafone, les gens d'Orange, etc. à travers le monde. Donc cette résilience et cette capacité à réagir nous permet de réussir, et on va la transmettre. Alors parlons un peu de l'homme derrière la réussite. Qu'est-ce qui t'empêche parfois de dormir, et de la même façon, qu'est-ce qui te donne beaucoup d'espoir aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Alors, comme tout le monde, hein, c'est... on se pose souvent la question de savoir de quoi sera fait demain pour les miens et pour moi-même. Parce qu'il y a bien une chose qu'on ne maîtrise pas, parfois c'est un contexte sociopolitique. Et moi, je viens d'un pays qui a traversé, en tout cas, les affres de la guerre civile au Congo aura été désastreuse. Quand je dis la guerre, les guerres, parce qu'il y en a eu plusieurs. Et là, on est malheureusement, on n'a pas la maîtrise des éléments. Et quand ces situations surviennent, on est obligé de composer avec, mais de composer avec dans le sens où l'existence même est remise en question. Et là, on se dit, simple mortel. Il y a ce contexte socio-économique ou sociopolitique. Après, il y a le contexte plus personnel de la maladie. La peur de perdre les autres. Je dirais que l'attentat du DC-10 où j'ai perdu mon frère, mes frères, pour moi, ça a été... Est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus catastrophique sur la tête qu'on ne prévient pas? C'est un attentat, c'est un avion qui tombe dans le désert du Ténéré. On vous appelle un matin en disant que l'avion n'est pas arrivé. Vous attendez des heures avant qu'une cellule de crise demande à des gens de venir à l'aéroport pour qu'on vous annonce que l'attentat s'est produit à 14h26. Enfin, il y a quelque chose qui est... là, on ne maîtrise pas. Là, on ne maîtrise pas. Et là, quelque part, ça fait flipper. D'où le côté
pas hyper prévenant, mais c'est de savoir un peu, bon voilà, qui est où, qui fait quoi. Cette idée de vraiment le fameux, on parle toujours des quality times ou des moments précieux qu'on doit passer. C'est vraiment ça. C'est la peur, en fait, de perdre par rapport à l'autre. Oui. Elle déclenche tout. Et après, pour revenir à la question quand même, on ne peut pas avoir les fameuses caméras de surveillance partout, quoi. Bien sûr. On ne peut pas les avoir. On aimerait, et le Dieu téléphone sert parce qu'on a un coup d'œil, on sait ça va ou ça va pas, mais tout se résume en une phrase, c'est « et si on se parlait ? Et si on se rencontrait plus souvent ?» Prendre juste le temps de vivre au-delà des casquettes et des responsabilités. De prendre soin de soi, le comment ça va, et ça c'est une phrase que la dernière fois ma petite sœur m'a dit, Josiane, c'est pas comment ça va comme ça, c'est dans bon alors, comment est-ce que tu vas ? C'est différent de ce fameux comment ça va, là, va vite. Oui. Apprendre à garder ça et à mettre ça au cœur de notre quotidien, tout simplement. Tu as parlé de mon grand frère, Georges Acogny, Ouais. tout à l'heure. Et c'est vraiment c'est ce que tu évoques là, le comment ça va. Ouais. C'est vraiment ce qu'on tâche de faire, puisqu'il est à Los Angeles, moi je suis à Londres ou à Gorée. Ouais. Et dans nos échanges, c'est exactement ça. C'est ce qu'on fait aussi avec la grande sœur. Que signifie le bonheur pour toi aujourd'hui par rapport à au sens que tu donnais au bonheur il y a 20 ans? Le bonheur, déjà, c'est ce moment-là. Là, ce moment-là, pour moi, dans ce talk, c'est du bonheur. Le bonheur d'avoir à partager, à échanger dans un temps... alors, c'est pas autant suspend ton vol, c'est pas ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas victime de ces cases, des fameux 7 minutes 30, du rendez-vous avec toute la terminologie qu'on connaît, quoi. C'est chap-chap, c'est vite fait, c'est presto, c'est ouais, on y va, pour pas dire yallah, chez nos frères, en tout cas du Maghreb. Le bonheur, c'est ça. Le bonheur, c'est de se lever chaque matin, d'avoir, comme on dit, un peu sur sa table, et de pouvoir, j'allais dire, avoir la possibilité d'espérer encore. Et il y a une parole de Lokwa Kanza qui est très forte. J'invite vraiment les gens à écouter cet album. Ça a été l'album d'ailleurs plus vivant qu'il avait fait. C'est un album où tous les textes sont en français. C'est beaucoup d'auteurs qui lui ont offert des textes. Et il y a ce morceau, Voir le jour, où il dit « Je rêve encore de voir le jour ». Et où il dit à un moment donné, en regardant le monde extérieur, à quoi ça sert finalement ce cinéma de pacotille, tu vois. Il n'y a que des gens friands de chair, il n'y a que des gens friands de toutes ces choses qui ne servent à rien. Et il dit, il y a encore de la place, voilà, pour l'humain. Oui. Et ça, pour moi, ça a été, c'est vraiment une phrase tellement forte. C'est l'humain qui guérit tout, quoi. C'est l'humain qui nous donne, c'est l'humain le bonheur. Voilà. C'est l'humain le bonheur. Ouais. C'est une phrase extraordinaire. Et Lokwa Kanza, vraiment, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez le découvrir. Ouais. Aussi bien musicalement que humainement, sa voix, etc. Ça me donne des frissons. Il est bienvenu, j'espère que tu l'as déjà dit. Absolument. Quel rôle la foi et la spiritualité ont-elles joué dans ta vie et jouent-elles dans ta vie aujourd'hui encore? Il y a cette idée de dire il y a toujours quelque chose de plus grand que soi. Et ça, c'est marquant parce que ils sont quand même très forts, quand même aussi, hein, les aînés, les parents et le cadre, parce que ils distillent un peu cette foi, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et là, on parle pas forcément des religions monothéistes, on parle pas forcément de ça, on parle du culte des ancêtres ou autre. C'est un peu comme ce verre d'eau, c'est-à-dire qu'il nous distille un petit peu, petit à petit, en se rendant compte que si tu es là, si tu as le souffle de vie, ça vient peut-être de quelque part. Alors, on va arriver, mais de quelque part où c'est l'histoire de l'œuf et de l'oiseau. Mais elle a aidé, et j'ai vu de quelle manière elle a permis
vraiment aux parents d'abord d'espérer et de se relever. C'est que cette prière, elle n'est pas forcément forte, mais quand on arrive et qu'on voit à un moment donné sa mère avec son chapelet en train de prier, à un moment donné qui nous appelle, qui nous invite à le faire, il y a cette idée de se confier à quelque chose de plus grand que soi. Et là, j'ai été vraiment rassuré dans cette dimension-là. C'est lorsque j'ai lu en fait Roots d'Alex Haley, lorsque les gens parlent de Racine, souvent d'ailleurs les gens disent « Oh, on a vu Kunta Kinte ». Oui, Kunta Kinte est un des héros de cette histoire. Absolument. Voilà, du récit d'Alex Haley par rapport à sa famille. Et Omoro va sur la montagne et porte Kunta, quand il prend Kunta dans les mains de Binta, il va sur la montagne et il y a cette scène magnifique après dans l'adaptation à l'écran pour la télévision. Il dit regarde, seul cela est plus grand que toi. Et ça, c'est quelle déclaration plus grande en termes de spiritualité. Et on se demande après comment on arrive à se lever. Un coup, on était patraque et après, on est bien. On n'avait rien du tout. On s'était dit que tout s'arrête, comme au moment où l'humanité s'est arrêtée pendant la Covid. Les gens disent d'ailleurs qu'il y a eu un regain de foi et de spiritualité. Parce que là, pour le coup, toutes les technologies, tous les traitements ne pouvaient rien. Il fallait bien qu'il y ait quelqu'un là-haut. Donc moi, ce moment, il est important au quotidien, même pendant la journée, de faire mon chapelet, le matin de prier, le soir d'avoir à prier avant de dormir. On prie aussi bien en demandant au Très-Haut de nous donner le souffle de vie, comme on prie d'ailleurs ceux qui nous ont devancés de veiller sur nous. Oui. Et ça, c'est quelque chose de très palpable, de tellement palpable pour ceux qui ont eu à faire cette expérience. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est illuminé ou que demain matin, on va aller créer sa propre église, etc. Mais la foi est aussi quelque chose de très personnel. Si on peut la partager avec le plus grand monde, pourquoi pas ? Le vendredi pour le Juma, le dimanche pour aller à l'église, le vendredi pour mes frères célestes, pendant le Shabbat pour ceux qui sont d'autres confessions. Donc, dans ce sens-là, on lui doit tout. Voilà. Absolument, absolument. Alors, justement, ça me donne l'occasion de te demander qui est Robert Brazza lorsque personne ne regarde ? Il est déjà extrêmement silencieux. Moi, j'aime dire que je suis... et ça, la musique aide beaucoup. Hein. La musique, l'environnement, l'éloignement. Il est peut-être celui qui est dans le questionnement perpétuel. Au Togo, on allait dire Jesse Wo, connais-toi toi-même. C'est ce côté Socrate. Et c'est pas l'allégorie de la caverne, c'est pas Platon et tout ça, mais il y a toujours cette idée de si on est là, c'est qu'il y a bien quelque chose. Et à ce moment-là, c'est juste celui qui aime ne pas être dans le rush, prendre le temps pour lui-même, mais ça, ce sont les épreuves qui m'ont appris à le faire. En étant et en se rendant compte au final que c'est les siens et ceux qui nous entourent. C'est vraiment ça. Et c'est pour ça que la télévision, la notoriété, pour moi, n'a pas été un déterminisme. Déjà, j'ai commencé par la radio. Donc la radio, on a une voix, mais personne ne nous voit. Et au moment où la télé arrive, c'est du bonus. Mais ça ne nous change pas et ça ne nous transforme pas. Il n'est pas loin, en fait, de celui que l'on peut voir à l'antenne. Pas loin du tout, en fait. Oui. Les endroits nous conditionnent, le cadre dans lequel nous sommes nous conditionne, mais il n'y a pas tellement cette... C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas acteur, même si certains disent « mais tu devrais jouer, aller jouer son propre rôle, pourquoi ?» Non, il n'y a pas une grande distance, c'est juste quelqu'un, ce petit Africain, qui reste le petit Africain, le moina, l'enfant, comme le disait Francis Bébé dans son livre « L'enfant pluie », qui s'émerveille de tout et qui se dit qu'il a quand même une chance terrible, quoi. Et à chaque fois, mais à chaque instant, Grand Gilles, je le dis à chaque instant, c'est juste magnifique d'être là, quoi. C'est juste magnifique d'être là. Je retiens dans tout ce que tu dis, depuis le début, en fait, qu'il y a un alignement entre les valeurs que tes parents t'ont offerte, cette foi dont tu nous as parlé et cette spiritualité, qui tu es au quotidien. Et quand on te rencontre,
on rencontre et on voit toutes ces valeurs, toute cette, cet alignement spirituel, mental, physique, qui est magnifique, absolument magnifique. Alors, on va passer à des questions flash, avec des réponses courtes, à ta guise. Le livre qui a changé ta vie? L'enfant noir de Kamara Lei. Extraordinaire. Et qui m'émeut encore, et quand j'en parle, c'est vraiment, je ne suis pas de Kouroussa, je ne suis pas de la Haute-Guinée, mais l'enfant noir de Kamara Lei, parce que c'est se livrer comme ça, même si les gens lui en ont fait le procès, tu enjolives, ton livre n'est pas engagé. Et puis l'enfant pluie de Francis Bébé, avec Moana et avec Io, la grand-mère. C'est cette rivière qui est là, qui est toujours en place, mais qui passe, quoi. Et pour moi, c'est, je sais pas, avec les mots, c'est magnifique, c'est indescriptible. Extraordinaire. Un leader que tu admires profondément? Oh, on va dire leader dans le sens de leader qui a cette notoriété, qui est une personne publique ou une personne, j'allais dire, de mon cercle. Le premier leader, le leader de la bande, celui qui est à l'origine de tout, voilà, c'est le très haut. Et puis après, c'est mon père, mon frère aîné, mais le leader dans le sens des leaders et des décideurs de notre temps. Je trouve qu'Idrissa Nassa, le patron, le fondateur de Coris Group, est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il a associé sa réussite à des valeurs telles que la patience, telles que l'inclusivité, pour ne pas dire la solarité, et l'humanité. Et je trouve que c'est un grand Africain. C'est un grand leader. Trop silencieux, mais un grand leader dont je prie. J'espère qu'il accepterait une interview un jour. Il est trop silencieux, on est d'accord là-dessus, mais il a une humilité incroyable et ce qu'il a fait est phénoménal. Et je me permets d'interrompre ce flash parce que c'était plus fort que moi. Une chose que chaque jeune Africain devrait absolument faire avant ses 30 ans. S'il le peut, partir au village. Partir au village, poser ses mains au village, poser ses mains sur les sépultures de ceux qui l'ont précédé. Et je pense que quelque chose changera à tout jamais. Et des fois, c'est pas loin, hein, nos capitales économiques et nos villages, après à tout le récit des familles qui est pas simple, pour ceux aussi qui sont nés ailleurs. Mais il y a cette reconnexion qui ne part pas, mais il y a quelque chose avec, voilà, aller au village. Aller au village. Une chose que les dirigeants devraient arrêter de faire immédiatement. Je dirais de s'enfermer, parfois, dans la veste de leurs responsabilités politiques. Ça, c'est pour les dirigeants politiques. Pour les dirigeants, en fait, sur le plan économique, des structures économiques, peut-être parfois de rendre leur réussite à un moment, d'ailleurs, au moment où ils en parlent, trop inaccessible. Voilà. De rester, on en parlait pour Idrissa Nassa, c'est-à-dire en fait de ne pas casser le lien. Oui. Voilà. Il faudrait qu'ils arrêtent finalement de creuser, inconsciemment ou consciemment, mais ce gap qui est là. La distance avec les autres, oui. Un mot pour définir ton parcours. L'espérance. L'espérance. Un grand monsieur qui était promis à ne pas réussir, tout le monde pensait qu'il n'allait pas réussir, qui est devenu justement le président des États-Unis, Barack Obama, a écrit un livre autour de l'espoir, de l'espérance. Ta définition du succès. La définition du succès, pour moi, avant tout, c'est lié à l'humain. On aurait pu dire la résilience. Moi, je dirais que la définition du succès, la vraie, c'est l'humanité. L'humanité. À l'échelle et à hauteur de l'homme. C'est-à-dire là, je pique une citation, je crois que c'est Jackson qui l'avait dit, c'est bon d'être perçu comme une personne avant d'être une personnalité.
C'est bon d'être perçu comme une personne avant d'être une Voilà. personnalité. Il a dit le jour où on lui remettait le Grammy de légende de la musique, et c'est sa sœur qui lui remettait, Ouais. et qui a dit c'est bon que l'on soit perçu comme une personne avant d'être perçu comme une personnalité. Et c'est fou ce qu'il est présent aujourd'hui avec ce film qui est sorti, que je n'ai pas encore vu. Que j'ai vu. Et qu'on remet, on enlève beaucoup de faux semblants qui lui avaient été étiquetés. Absolument. Et c'est un film où on passe un bon moment, d'aucuns disent que c'est un long clip. C'est quand même le parcours... c'est un parcours qui est vraiment aussi très douloureux, quoi. Qui est très douloureux. C'est ce que le film nous amène, en fait. Et ça donne l'occasion de dire, on voudrait des biopics à hauteur de l'Afrique. Il y a Munganga, où Isaac de Bancolé est extraordinaire. Éric Ebouaney avait été extraordinaire dans le rôle de Lumumba, de film de Raoul Peck. Il nous faudrait des biopics, on en a besoin. Bien sûr. On a besoin. Bien sûr. Isaac de Bancolé, si je ne m'abuse, les dieux sont tombés sur la tête. Alors, il y a eu Black Micmac. C'est surtout lui, avec là où il a été révélé. Après, il apparaît dans Black Panther. Il peut tout faire. Il apparaît même dans les James Bond. Enfin, pour moi, c'est lui et Djimon Hounsou, pour moi, sont déjà la chance d'avoir à les connaître, d'avoir croisé leur route. C'est ces gars qui auraient pu rester à Paris, à Châtelet-Léal, quoi, à Porte-Lescaut. Absolument. Et qui, pour l'un, a tourné avec Spielberg, et pour l'autre, arrive et puis... tient le haut du pavé au niveau de certaines affiches qui étaient dans le jury du Festival de Cannes. Exactement. Ta définition de l'héritage? Ma définition de l'héritage, je pense que c'est l'amour. Parce que si on n'aime pas, on ne transmet pas. Et si on ne transmet pas, on ne laisse rien. Si on n'aime pas, on ne transmet pas. Et si on ne transmet pas, on ne laisse rien. Ouais. Alors, je vais lire cette phrase. Imaginons que nous soyons dans 20 ans. Qu'est-ce qui te ferait dire « ma vie a été pleinement utile » ? Alors, ce ne serait pas mes expériences professionnelles. Je pense qu'elle aurait été pleinement utile par rapport à ce que j'aurais pu partager sur le plan humain à travers le vécu et à travers tous les bobos, entre guillemets, que la vie... a mis sur mon chemin, comme les bénédictions. Il y a cette expérience très forte d'être utile au moment où on va vers ceux pour qui peut-être demain ne sera pas là. Je pense à ce service de cancer pédiatrique au CHU de Trécheville. Je pense à Isabelle Kofi, à l'ONG Adorade et à des enfants qui sont frappés en fait d'un cancer. Et quand on peut arriver et leur parler, leur dire ce qu'on a traversé, ou leur apporter un peu de ce que l'on a sur le plan matériel, là on se sent pleinement utile. C'est pour ça que je suis ému en fait, parce que quelqu'un revienne après, ou qu'une maman revienne après en disant que finalement l'enfant est en rémission ou quoi, pour moi, là, c'est la plus belle des récompenses. Et c'est vraiment pour ça que je suis bouleversé et que je dis bravo à tous les petits héros, quoi. Parce que, voilà, on est utile quand on fait ça. On est utile quand on donne du temps, quand on peut aider à apporter de cette lumière, quoi. Cette émotion était perceptible et elle fait référence à toutes les choses que tu nous as révélées aujourd'hui aussi. Absolument. Sur ce que tu as vécu et très généreusement, je sais que tu redonnes beaucoup. Si tu pouvais transmettre un seul message à la jeunesse africaine, quel serait-il ? Vous êtes la plus grande richesse de notre continent. Et même si vous ne le percevez pas maintenant, soyez patient. Soyez patient et surtout parlez-vous. Parlez-vous. Pas forcément à travers le digital qui peut aider, mais parlez-vous. Parce que l'être en face n'est pas un ennemi. L'être en face, c'est nous, c'est vous. Voilà ce que je pourrais dire à cette jeunesse.
Tu as inspiré beaucoup de jeunes, tu continues d'inspirer les jeunes de 7 à 77 ans, comme le dirait Tintin. Euh, et tu sais qu'Acosphère est dans le domaine du développement personnel. Ouais. Dans ta vie, dans tes expériences, dans tes riches rencontres, qu'est-ce que tu as appris que tu pourrais transmettre sur l'importance du développement personnel pour une carrière professionnelle? Ce que la vie m'a appris, en fait, c'est qu'il faut savoir, comme c'est l'image de rentrer dans sa case, en fait. On rentre dans sa case, alors pas dans le sens de l'enfermement, mais il y a cette idée que pour se régénérer, à un moment donné, on a besoin de se retrouver, quel que soit l'environnement. Hein. Beaucoup mettent le casque dans le métro, certains vont s'éloigner auprès de l'eau, certains, au milieu de leurs travaux, parfois très difficiles, vont réfléchir à la meilleure façon de donner quelque chose et de produire quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire sur le plan matériel, mais de donner en termes de capacité. Et ça, c'est réellement ce que le silence et ce que l'auto-examination, l'introspection peut donner. Après, elle doit se compléter aussi de ce que les autres viennent nous apporter. Et c'est là où c'est formidable au niveau d'Acosphère. C'est que finalement, des routes qui étaient censées ne pas se croiser, mais dans lesquelles il y a beaucoup parfois de dénominateurs communs, il y a cette idée de les mettre ensemble et de créer un chemin sur lequel on peut non seulement bâtir quelque chose sur le plan réel, économiquement, humainement, mais aussi sur le plan humain, tout simplement. C'est-à-dire s'inspirer de ce que les uns et les autres ont vécu. Mais pour ça, il faut des catalyseurs. Moi, j'espère humblement être un catalyseur à travers les écrans. Il y a quelqu'un qui est en face de moi qui, lui, l'est en réalité, avec une grande dame. Et ça, c'est formidable. Donc, je pense que c'est d'abord savoir s'écouter, s'arrêter. Voilà. À un moment donné, ce stop que l'on doit faire avant de continuer. Regarder autour de soi et puis ensuite reprendre la marche. Écoute, on arrive déjà à la fin de cette belle émission, de ce bel échange. C'est toujours difficile, on est tiraillé, on voudrait continuer, mais à un moment donné, il faut arrêter pour mieux recommencer. Oui. S'il y avait des millions de jeunes africains et autres qui nous regardaient dans cette émission, qui nous regardent dans le futur, quel message est-ce que tu aimerais leur laisser? Je leur dirais, les rêves sont un pan de la réalité. Les rêves sont une partie de cette construction de la réalité. Ne les abandonnez jamais. Ne vous dites pas que c'est forcément mieux chez l'autre et pour l'autre. Et apprenez à vous aimer et pas forcément vous juger. Parce que c'est le meilleur moteur. S'aimer soi-même pour pouvoir mieux apprécier les autres, apprécier l'existence. Et c'est la clé de tout. S'aimer soi-même pour pouvoir mieux apprécier l'autre, pour apprécier l'existence. Absolument. C'est la clé de tout. Avant de nous quitter, Robert, je voudrais m'adresser à tous ceux qui nous ont regardés en ce délicieux moment d'échange, de partage, d'amour, d'humanité. L'humanité, tu as fait référence à de nombreuses reprises. Soyez humain, apprenez à vous aimer vous-même, apprenez à vous connaître vous-même pour pouvoir donner tout ce qui est amour, amour de Dieu, amour de l'univers, amour de l'autre, et vous réaliser. Croyez en cette Afrique innovante. Vous les jeunes, vous êtes innovants, vous créez des choses tous les jours. Croyez-y, dur comme fer, comme l'expression ancienne nous le dit, afin de pouvoir transformer vos vies, pour pouvoir transformer celles de votre famille, de vos amis, de votre communauté, de l'Afrique et du monde. Robert Brazza, merci infiniment. Ça a été un moment formidable. Merci infiniment, Gilles. Merci à toi, merci à Nadia. Et merci pour la foi en demain. Amen, amen. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous à notre page et surtout partagez avec générosité pour que beaucoup de personnes puissent bénéficier de ce moment unique. Je suis tellement heureux, Robert, que tu aies accepté de faire partie de l'équipe qui va faire cet événement exceptionnel. Africa
Expert Summit, les 26 et 27 novembre 2026, ici à Cotonou, où nous venons de faire un podcast. Absolument. Ça va être un très grand moment. Mais le merci, en tout cas, te revient et revient à Nadia, parce que, enfin, on va prendre le temps, au niveau de ces CEO, autres, de s'outiller. Ce qui veut bien dire qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Et que cela se fasse à Cotonou, j'ai envie de dire, cet endroit, cette ville où tout commence, où tout recommence, pour moi, c'est un beau signe. Mais en plus, les gens vont venir de partout. Absolument. Et ça, c'est exaltant. Absolument. Marquez vos calendriers. 26 et 27 novembre, un événement totalement exceptionnel avec beaucoup de surprises, des choses que vous n'avez jamais fait, ni en Afrique ni ailleurs. Et puis, Robert Brazza qui va nous accompagner Absolument. dans la maîtrise de cérémonie. J'espère aussi être aussi brillant que toi qui le fais en toutes les langues. Et tu m'inspires, tu nous inspires. Absolument. Mais rendez-vous est pris, en tout cas, 26-27 novembre. C'est une grande joie et c'est beaucoup de fierté d'en faire partie. Merci beaucoup. À bientôt.